Nous recevons pour cette seconde émission consacrée à l'ouvrage Histoire des cliniques privées de Franche-Comté, du scalpel au bistouri, le docteur Patrice Gaillet. Le docteur Patrice Gaillet est chirurgien vasculaire à la clinique Saint-Vincent, et donc il vient de publier ce très bel ouvrage aux éditions du Sequoia. Alors dans notre précédente émission, on a beaucoup parlé des cliniques privées de Besançon, de l'hôpital Saint-Jacques bien évidemment. Alors dans ces cliniques, il y a aussi tout un aspect, je dirais, vous êtes chirurgien vasculaire, mais il y a aussi d'autres médecins qui travaillent dans ces cliniques. Voilà, je n'ai pas voulu. Il y a d'autres spécialités, j'allais dire. Voilà, j'ai pas voulu tirer la couverture uniquement sur le plan chirurgical, même si c'est l'objet de mes recherches, et j'ai voulu honorer toutes les spécialités médicales. Et un chapitre est consacré à chaque spécialité médicale. J'en cite quelques-unes la radiologie, la cardiologie, la gastroentérologie, la pédiatrie, la biologie, etc. Sans lesquels, bien entendu, aucune intervention chirurgicale ne serait possible. Et j'ai voulu rendre hommage à ces grands médecins du passé qui ont collaboré avec les chirurgiens du passé. Oui. Comme vous le savez, si un gynécologue accouche un nouveau-né, sans le pédiatre dans les premières minutes ou heures, on donnerait moins de chance à tous ces bébés. Alors, j'ai découvert un mot que je connaissais pas, c'est aide opératoire. Voilà. Alors, c'est une fonction nouvelle dans un bloc opératoire, ça a toujours été, au 19e siècle, c'était les étudiants ou les sœurs, les religieuses. Internes, voilà, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les internes à l'époque, mais voilà, des étudiants, des expectants, comme on le disait, qui aidaient les chirurgiens, parce qu'en fait, on opère rarement à deux mains, mais on opère souvent à 4 ou 6 mains, donc on a besoin d'assistants qu'on appelle les aides opératoires. Fut un temps, il s'agissait des épouses, des secrétaires ou de médecins généralistes qui emmenaient avec eux dans leur voiture à la clinique le malade à opérer d'une appendicite, et le médecin traitant passait par le vestiaire, se déguisait, entre guillemets, en aide opératoire et participer à l'intervention de son propre malade en faisant l'aide opératoire du chirurgien. Et puis après, avec les formations au sein des instituts de formation en soins infirmiers, sont désormais formés des aides opératoires IBOD, on appelle ça, infirmières de bloc opératoire diplômées d'État, qui sont maintenant nos aides opératoires du quotidien. Est-ce que ce sont les infirmières anesthésistes, non? Ah non, les infirmières anesthésistes sont les assistants des anesthésistes, oui. Et les infirmières de bloc opératoire diplômées d'État sont les assistants des chirurgiens. Donc c'est une spécialité récente, oui. Ou qui a là vous me piégez, mais je pense une trentaine d'années quand même, oui. Alors, vous le dites dans le préambule de votre ouvrage, même ailleurs, la chirurgie a beaucoup évolué, les conditions de travail aussi. Vous faites appel maintenant au numérique, j'allais dire, à la robotique, à l'informatique, que sais-je encore. Voilà, un mot là-dessus. J'ai voulu montrer vous le montrez aussi dans votre ouvrage. Pendant un siècle, l'évolution technique de prise en charge des malades a progressé de façon phénoménale. Oui. On est passé d'une chirurgie sur la table de cuisine de salle à manger dans le houdou, quasiment sans anesthésie, à une chirurgie ambulatoire, même pour des gestes très, très lourds, dans un confort, grâce à nos médecins anesthésistes, de gestion de la douleur, évidemment pendant l'intervention, et post-opératoire surtout. Oui. Donc j'ai voulu montrer cette évolution majeure qui fait que maintenant, on ne se pose plus la question de savoir si on peut avoir une IRM ou un scanner du genou en cas de douleur du genou, mais fut un temps, il était bien difficile d'accéder aux soins, d'avoir évidemment des examens radiographiques. Je vous rappelle que le scanner, l'IRM, sont des inventions de la fin du XXe siècle seulement. Oui. L'échographie seulement début des années 70. Les 70, et puis la durée d'hospitalisation aussi a beaucoup diminué. Ce qu'on appelle, nous, la DMS, la durée moyenne de séjour. 80% maintenant des interventions chirurgicales se font en ambulatoire. Vous arrivez le matin à jeun et vous repartez le soir à la maison. Seulement 20% d'interventions nécessitent une hospitalisation. Et quand il y a une hospitalisation, elle est souvent de très courte durée. Une nuit, 2 nuits ou 3 nuits dans la majorité des cas. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, 40 ans, on restait 3 semaines dans un hôpital. Une césarienne en 1939, la première césarienne du docteur Quichon, 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Oui. Et maintenant, les femmes qui accouchent, elles restent quoi? Que 3 jours, 2 jours 24, 48 heures. Donc ça aussi, ça a beaucoup évolué. Dans je dirais, l'obstétrique aussi a beaucoup évolué. Mais grâce au concours aussi des médecins de famille, des médecins traitants, des infirmières qui se déplacent à domicile, ou des soignants en général. Alors, on a évoqué dans la précédente émission
11 cliniques privées de Franche-Comté, de Besançon, pardon. Oui. On va s'intéresser au territoire de Belfort, qui est une entité, bien sûr, à part depuis, c'est un département français depuis 1870. Donc là, on peut dire qu'à Belfort, il y avait aussi beaucoup de cliniques. Ouais, il y a une particularité de Belfort qui était une particularité pour une petite ville dans un petit département, et pourtant j'ai retrouvé l'existence de 17 cliniques pour une petite ville, c'est énorme. Mais à l'époque, il y avait la plupart étaient des cliniques, ce qu'on appelle unipersonnelles, c'est-à-dire que vous étiez chirurgien ophtalmo, Monsieur Maigret, ou chirurgien ORL, et dans votre propre maison d'habitation, une petite maison de maître, vous consacriez par exemple deux chambres à vos malades, et vous appeliez ça la clinique du docteur Maigret. Voilà, et en fait, les patients traversaient la salle à manger, la salle d'attente était souvent juste à côté de la cuisine. Donc toute la vie privée du chirurgien était intimement mêlée à la vie professionnelle chirurgicale du praticien. C'est étonnant. C'est très étonnant. 17 aussi, cliniques à Belfort. Et la seule grosse clinique de Belfort était la clinique de la Myotte, qui existe d'ailleurs toujours et qui perdure. Et toujours créée par des médecins, évidemment. Des chirurgiens, des chirurgiens qui créent leur propre clinique. Autant aujourd'hui, il n'y a que quelques rares groupes de santé, des investisseurs qui sont propriétaires des établissements, mais fut un temps où les médecins et chirurgiens étaient propriétaires de leur établissement. Oui. À Montbéliard, il y avait des cliniques aussi à Montbéliard. Oui, il y avait quelques cliniques à Montbéliard, notamment la clinique de la Citadelle, mais toutes ces cliniques ont disparu aujourd'hui. Oui. Alors on va parler maintenant des cliniques de Haute-Saône, parce que Haute-Saône, il y a Vesoul, Luxeuil, Grès, et à Luxeuil, à Vesoul, comme à Grès, il y avait des cliniques privées. Voilà, il y avait une clinique Bon Secours à Grès, comme le même homonyme que la clinique Bon Secours de Besançon, créée par le docteur Jouvelet en 1925. À Vesoul, ça c'était à Grès. À Vesoul, la clinique Saint-Martin. Oui, qui existe toujours. Qui existe toujours. Et puis une clinique à Luxeuil-les-Bains, la clinique Saint-Michel de Luxeuil-les-Bains. Qui n'existe plus peut-être. Qui n'existe plus. Oui, qui a été il y a plus de 25 ans. Oui. Alors, le Jura. Alors, le Jura, j'ai connu des cliniques Adolphe. Il y a la fameuse clinique du Bouillon, voilà, la clinique Adolphe du docteur Massy, qui est un chirurgien ORL. Oui, avec des religieuses. Exactement. Rue du Collège, je me rappelle bien. Exactement. Et puis la clinique du Parc avec le docteur Penin et le docteur Mathieu. Voilà, deux très grands chirurgiens qui ont créé la clinique du Parc de C, qui est maintenant un petit peu délocalisée rue Jean Héberlin. Qui n'est plus au même endroit. Voilà, mais qui s'appelle toujours la Polyclinique du Parc. Et créé aussi qui ont été deux très grands chirurgiens généraux. Oui. Alors, dans le Jura, il y a aussi Lons-le-Saunier et Champagnole. Champagnole, c'est une clinique qui a marqué des générations, docteur Champagnole, là aussi, il y a une anecdote, c'est que finalement, c'est la clinique de Franche-Comté, de Champagnole, qui est devenue l'hôpital actuel de Champagnole, ce qui est quand même assez rare en France qu'une clinique devienne hôpital. Et ça arrive, quand même. Peu. Oui. À sa retraite, la clinique de Franche-Comté du docteur Guinchard a été reprise par l'hôpital, par la mairie, en hôpital de Franche-Comté. Voilà ce que l'on peut dire sur ces cliniques. Alors, je voudrais qu'on revienne peut-être aux deux principales cliniques qu'il nous reste à Besançon, qui sont très importantes. C'est la polyclinique de Franche-Comté et puis la clinique Saint-Vincent, où vous travaillez en quelque sorte. Exactement. Oui. La clinique, je travaille dans les deux établissements. Oui. La clinique Saint-Vincent a été Parce qu'elle a été complètement transformée, cette clinique Saint-Vincent. Oui, la clinique Saint-Vincent a été créée au Chaprey en 1961. Oui. Dans le parc Saint-Vincent. Il y avait d'ailleurs la statue de Saint-Vincent de Paul dans ce parc Saint-Vincent. Et elle a été créée par le docteur Pierre Alexandre, qui était un grand chirurgien qui a fait 5 ans d'état de prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a terminé sa formation. Il a même été major de l'internat 1946 après 5 ans de stalag pour créer en 1961 la clinique Saint-Vincent qui sera déplacée en 1992 sur le plateau d'Îtille-le-Roi que vous connaissez maintenant. La clinique Saint-Vincent est l'émanation en fait de l'ancienne clinique Saint-Vincent et la réunion avec les lits de la clinique d'Arguel jusqu'à côté de Besançon, à côté de Fontaine, qui était une clinique de convalescence, voilà, clinique médicale, Monsieur et Madame Bon, associée à la clinique de la Compassion. Absolument. Et aux activités chirurgicales des cigognes et de Bon Secours. Tout ça a été transféré à Saint-Vincent. Et dans le même temps, à quelques années près, l'ancienne clinique de la Mouillère, avenue de la Mouillère dont on a parlé, après 100 ans d'existence, en 1996, a transféré ses parturientes à la PFC avec les activités gynécologiques de Bon Secours, des cigognes et de la clinique Saint-Luc. Voilà.
Donc cet établissement, la clinique Saint-Vincent, est une clinique très importante. Combien de lits a-t-elle aujourd'hui? Oui. On n'est pas, et comme je vous le disais, la durée moyenne de séjour étant de plus en plus faible, on a de moins en moins besoin de lits de chirurgie. Et vous voyez, on est passé de 300 lits dans les années 1992 à 57 lits de chirurgie aujourd'hui. Oui. Et pourtant avec une activité beaucoup plus importante. Mais comme elle est principalement en ambulatoire, c'est ça. On a moins besoin de lits d'hospitalisation qui coûtent cher évidemment à l'établissement. Oui. Et la Polyclinique de Franche-Comté, qui est un bel établissement de chirurgie. Pas dans le même quartier. Voilà, à côté de Planoise, avec une belle activité de chirurgie et de gynécologie. Oui. Voilà ce que l'on peut dire sur ces deux principales cliniques. On va marquer une pause et puis on viendra d'autres aspects de votre ouvrage, en particulier sur ces médecins aussi qui ont marqué ces cliniques privées qui existent à Besançon, en Franche-Comté depuis 1894. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret. Le docteur Patrice Gaillet est notre invité pour évoquer son très bel ouvrage, Histoire des cliniques privées de Franche-Comté, du scalpel au bistouri aux éditions du Séquoia. Alors, on a oublié, mais c'est un petit peu de ma responsabilité, la préface du professeur Mention, qui a été un cardiologue, je crois. Ah non, chirurgien digestif. Chirurgien digestif, plus exactement, de grande réputation, qui a pris sa retraite aujourd'hui et qui fait votre préface. Vous l'avez bien connu. Oui, j'ai été très honoré que monsieur le professeur Georges Mention, académicien à l'Académie de médecine, à l'Académie de chirurgie, ait accepté de faire cette préface, parce que pour moi c'est l'exemple à suivre des chirurgiens. Il m'avait marqué en tant qu'étudiant au bloc opératoire et lors de ses cours d'anatomie, et j'ai eu vraiment un réel plaisir à ce qu'il accepte de faire la préface de mon ouvrage. Et il reste quand même une personnalité appréciée de tous. Ah oui. C'est un grand chirurgien, puisqu'il participe toujours à la chirurgie de l'échinococose en Chine, où il a formé de nombreux élèves. Il a même été décoré par le président chinois. Et donc c'est un grand monsieur de la chirurgie, un académicien. On n'a pas tant d'académiciens que ça, comme vous le savez peut-être en Franche-Comté. Et ça me donne l'occasion d'honorer aussi le docteur Édouard Pellissier, qui a donné ses lettres de noblesse à la chirurgie viscérale, à la clinique Saint-Vincent, dès 1968, quand il a remplacé le créateur, le docteur Alexandre. Alors un mot quand même que Besançon n'a pas été une faculté de médecine depuis ses origines. Certes, il y a une école de droit qui est devenue faculté de droit, mais il y a eu aussi une école de médecine avant de devenir une faculté de médecine. Elle a même été très longtemps école de médecine, puisqu'on est une des dernières facultés en 1966-1967. Et donc on était une école de médecine, et beaucoup d'ailleurs de chirurgiens du privé ont été directeurs de l'école de médecine, tels M. Millet, M. Bessot. Et donc c'est devenu finalement une faculté assez tardivement. Je vous rappelle qu'auparavant, école de médecine, ça voulait dire qu'on pouvait enseigner aux étudiants hospitaliers, mais vous deviez en tant qu'étudiant après aller passer votre thèse, ce qu'on appelait passer les cliniques, ou passer sa thèse à Strasbourg, à Paris ou à Lyon. Oui, c'est ça. On dépendait pendant très longtemps de la faculté de Strasbourg, mais suite à la défaite de Sedan en 1871, on a été sous la coupe ensuite de la faculté de Nancy. C'est ce qui fait qu'on a une grosse école de chirurgiens nancéens à l'hôpital Saint-Jacques. Et puis Paris reste irremplaçable quand même. Paris, oui. Paris, surtout par le nombre d'hôpitaux qu'il y avait. Cela donnait une belle carte de visite que d'être interne des hôpitaux de Paris. Ça permettait surtout tous les 6 mois de changer d'hôpital et de patron, comme des compagnons du Tour de France, si vous voulez, qui changent de... Tout cela a bien changé quand même. Ça a évolué dans les grandes, je dirais, dans les facultés de médecine de province. Oui. Bien sûr, puisque le CHU de Besançon est un acteur majeur en France de la chirurgie et de la médecine. C'est un grand CHU. Et puis, je pense que les deux établissements d'aujourd'hui, la Polyclinique de Franche-Comté et Saint-Vincent, sont deux beaux établissements de santé. Si. Je pense qu'en Franche-Comté, on a la chance quand même de pouvoir donner à nos patients un accès aux soins assez facile, que ça soit en libéral ou que ça soit en public. Ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Sans aller à Lyon, se faire soigner à Lyon ou à Paris. Voilà. Un mot quand même sur une autre de vos passions, j'allais dire, c'est la médecine militaire. C'est vrai qu'il y a le service de santé des armées,
il défile au moment du 14 juillet, d'ailleurs, docteur Gaillet. Le service de santé des armées est quelque chose d'important pour la France, non? Je suis très fier de servir l'armée française parce que on le sait peu. Évidemment, tout le monde imagine bien que le service de santé des armées, notamment les chirurgiens, opèrent nos soldats qui sont déployés dans les missions que l'on a en Afrique ou au Proche-Orient. Mais surtout, ce qu'on sait moins, c'est que le service de santé des armées fait de la chirurgie humanitaire, ce qu'on appelle dans le langage militaire de l'AMP, de l'aide médicale à la population. Et chaque fois que je me rends comme chirurgien militaire, là où l'armée française est déployée, eh bien, mon patron, un général de la base où je suis, nous donne l'autorisation de faire de la chirurgie humanitaire pour rendre service à la population du pays qui nous accueille. Oui. Alors que c'est extraordinaire aussi, c'est que dans certains porte-avions, il y a des salles d'opération. C'est ça, il y a un bloc opératoire sur le porte-avions Charles de Gaulle et sur les porte-hélicoptères de la marine française. Oui, ça c'est quand même extraordinaire. Voilà, donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. Alors, votre travail aussi, docteur Gaillet, on profite de votre passage ici puisque vous présentez votre livre, c'est votre association d'aide à l'Ukraine. Oui, c'est gentil d'évoquer l'Ukraine, une association qu'on a créée en mars 22, au début de la guerre, et on est très fiers d'avoir apporté, avec mes bénévoles, ma centaine de bénévoles répartis sur toute la Franche-Comté et la Bourgogne proche, on a pour l'instant envoyé 600 tonnes de matériel médical, des cannes anglaises, des lits, des chaises percées, des déambulateurs, tout ce que vous voulez, des pansements, aux hôpitaux ukrainiens et à nos collègues chirurgiens ukrainiens. Oui. Ce qu'on veut, on est apolitique. Nous, ce qu'on veut, c'est aider les pauvres gens qui sont sous les bombes, quelle que soit l'origine du conflit. Et donc, l'Ukraine, un pays à 1750 km de notre frontière franc-comtoise, on se rend régulièrement avec des collègues en Ukraine pour évaluer les besoins et essayer de rendre service à la population et surtout aux hôpitaux et hospitalisés ukrainiens. Un mot quand même sur sur Gaza, ces bombardements qui a fait 43 000 morts, et puis sur le Liban. Est-ce qu'il y a des médecins, des chirurgiens qui, dans des associations humanitaires, sont sur place? Parce qu'on a l'impression que ces populations, surtout celles de Gaza, sont totalement abandonnées. Vous qui êtes calé dans l'humanitaire... Je préfère ne pas parler de politique, mais en tout cas, moi, je me suis moi-même rendu à Gaza. En 2018, parce qu'il y a des grands blessés dans ces bombardements. Suite au transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, je me suis rendu en urgence avec 25 collègues pour opérer 1500 blessés qui avaient été blessés sous les balles israéliennes. C'est une médecine de guerre, on peut dire ça, oui. Ah, c'est de la chirurgie de guerre ou médecine de guerre. Donc j'étais très fier d'aller à Gaza pour me rendre compte de ce qu'est ce ghetto dans lequel vivent les Palestiniens, mais en passant aussi en Israël, évidemment, avant de passer les checkpoints pour se rendre en Palestine, en tout cas à Gaza, on se rend compte aussi des difficultés des Israéliens de recevoir des roquettes en permanence et de se rendre aux abris. Donc voilà, moi je ne suis pas assez calé pour parler de géopolitique, mais j'ai de la compassion pour les pauvres Gazaouis et j'ai de la compassion pour les Israéliens qui ne sont pas en sécurité dans leur propre pays. Donc tout ça est bien compliqué. Enfin, il y a de la souffrance de toute façon, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En tant que chirurgien humanitaire, on est apatride, comme vous le savez, et on soigne la femme, l'enfant. Mais Médecins sans frontières est présente au Moyen-Orient actuellement? Oui. Pas à ma connaissance, pas à Gaza, puisque Gaza a été évacué en grande partie. Mais je serais prêt à me rendre de nouveau à Gaza. Si on vous le demanderait. Ou en Moldavie, ou en Biélorussie demain matin. En Biélorussie, peu importe, là où les personnes souffrent. Oui. Merci. Donc on peut parler aussi de l'avenir. Vous êtes dans les hôpitaux, on parle beaucoup de problèmes dans les hôpitaux. Quel est votre sentiment là-dessus? Sans faire de politique, bien évidemment. Mais la médecine vous êtes partie prenante. Voilà, la médecine souffre parce que je pense que l'hôpital souffre beaucoup, mais les cliniques privées, les hôpitaux privés souffrent également. Oui, parce qu'il est difficile de recruter des infirmières. Il est difficile pour l'hôpital de recruter, d'avoir accès au bloc opératoire. Pour quelle raison? Parce que le métier est moins attractif. Le métier est probablement moins attractif parce que l'installation est de plus en plus rare. On cherche de plus en plus, comme vous le savez, des ophtalmos, des gynécologues, des chirurgiens, des anesthésistes. Ça manque parce que le sacerdoce peut-être est moindre
qu'auparavant, comme je l'ai montré dans ce livre. Et puis, je pense que la santé a mal, parce que sur le plan financier, tout est difficile. Nos opérateurs financiers, nos investisseurs ne sont pas rentables. Oui. Donc, à terme, j'ai bien peur que nos investisseurs n'investissent plus sur les cliniques privées. Et comme vous le savez, l'hôpital est largement déficitaire également. Donc, de toute façon, l'hôpital, comme les cliniques privées, souffrent et ont mal. Souffrent aussi. Les cliniques privées sont en danger aussi. Comme leurs soignants à l'hôpital, comme en clinique privée. Je ne suis pas du genre à opposer l'hôpital et le privé. Vous l'avez vu dans mon ouvrage, où j'honore énormément de médecins et chirurgiens hospitaliers. Voilà, peu importe. Les cliniques privées. J'honore tous les soignants et de toute façon, on est tous formés à l'hôpital au départ. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de passerelle entre l'hôpital public et l'hôpital privé, ce qui est encore faible pour l'instant. Mais de toute façon, les acteurs devront se retrouver tôt ou tard pour essayer d'ergonomiser nos soins. Par contre, la médecine reste toujours attractive. Le numerus clausus a été modifié quand même d'une certaine manière. Légèrement modifié. Mais comme vous le savez, il faut 15 ans pour former un chirurgien, absolument. Une dizaine d'années pour former un médecin. Et donc, de toute façon, on sera toujours un petit peu en retard. La consommation de soins augmente régulièrement et bien plus que l'offre de soins. Mais est-ce que l'accès aux soins en France est bon quand même d'une dernière manière? Oui. Je ne fais pas de politique de santé, mais en tout cas, en Franche-Comté, me semble-t-il, tout le monde peut avoir accès aux soins. Je ne connais pas d'histoire où des parturientes ont accouché dans leur voiture parce qu'elles n'avaient pas accès à une clinique privée ou à l'hôpital public. Donc, à ma connaissance, en Franche-Comté, on n'est pas encore dans un désert de spécialité ou un désert de médecine générale, me semble-t-il. En tout cas, votre ouvrage nous rappelle donc, en quelque sorte, cet hommage que vous rendez à tous ces fondateurs, ces praticiens hospitaliers, ces praticiens de ces cliniques privées, avec ces très belles photos, et puis tout le travail que vous avez mené quand même, parce que on peut dire, docteur Gaillet, que vous êtes un historien de la médecine, on peut le dire maintenant. Oui, je l'espère, je tente. Ouais. L'histoire des cliniques privées de Franche-Comté, du Scapel au Biscoury, un ouvrage qu'on peut se procurer facilement. Oui, dans toutes les librairies. Merci beaucoup et c'est publié par les éditions du Séquoia. Merci beaucoup à vous. Merci M. Maigret, merci RCF de m'avoir donné la parole.